Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur le CIR. Ce webinaire animé par Michael Barré de P&O Consultant nous permettra de comprendre comment sécuriser son CIR et assurer la synergie avec d'autres financements publics. J'en profite pour remercier Michael et le cabinet P&O Consultant pour leur disponibilité et leur implication donc, au sein du pôle IAR. Durant ce webinaire, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet Q&A qui se trouve en bas de votre écran. Michael y répondra en fin de présentation. Michael, je vous laisse la main. Ok. Alors, je vais prendre la main. Bon, ce qui est étonnant, c'est que on ne trouve plus. Voilà. Hop. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Donc, comme ça vient d'être évoqué, donc je vais aujourd'hui vous parler plutôt de la sécurisation du crédit impôt recherche, mais d'un point de vue général, c'est-à-dire pas seulement quant à la rédaction des synthèses, mais dès le départ aussi quant à l'analyse, la sélection, la structuration et la présentation des opérations de R&D. Alors, tout d'abord, peut-être quelques petits rappels sur la définition de la recherche et développement. Globalement, eh bien, ce sont l'ensemble des opérations qui visent à répondre à des problématiques scientifiques, techniques, technologiques. Il faut vraiment, et de plus en plus, depuis la réforme du guide du ministère 2018 et de la trame de présentation des travaux et des activités R&D, il faut vraiment centrer, on verra tout à l'heure, une fois qu'on a fini de présenter l'entreprise, on centre ensuite toute la description sur les problématiques scientifiques, techniques, technologiques. On n'est pas sur des projets d'entreprise, des projets de création de nouveaux produits. C'est vraiment en lien avec ces projets d'entreprise et ces projets de création de nouveaux produits, il faut identifier les principales problématiques scientifiques, techniques, technologiques, les objectifs qu'on souhaite atteindre et centrer là-dessus. Ensuite, la présentation des verrous scientifiques associés et des nouvelles connaissances qui en ressortent. On voit effectivement chaque année des petites évolutions, notamment du guide, puisque pour le coup, les textes fiscaux, eux, ne changent que très peu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui compte en 2020, c'est surtout la notion effectivement de verrous et de challenges scientifiques techniques liés au gap qui existe entre l'ambition du projet et l'opération et bien l'état de l'art actuel. Donc, puisqu'effectivement, un des autres points de la R&D au sens de Manuel Frascati, eh bien, c'est de dépasser l'état de l'art. Si on ne fait qu'appliquer des savoirs, des connaissances, des solutions, des méthodes, des approches standards, connues, maîtrisées dans son domaine d'activité, eh bien, on ne dépasse pas l'état de l'art et logiquement, on n'est pas dans de la recherche et développement. Et donc, on doit normalement faire cet état de l'art, sachant qu'effectivement, un certain nombre d'entreprises ne le font pas. Et c'est souvent d'ailleurs nous, consultants, qui sommes amenés à le faire. C'est pour ça d'ailleurs que toute l'équipe, chez nous, est scientifique, ingénieurs, voire pour une grande majorité des gens, docteurs en sciences, pour pouvoir être capacité de faire cet état de l'art dans le contexte du client et pour montrer en quoi les travaux et les problématiques de l'opération ne dépassent cet état de l'art. Sachant qu'on doit aussi de plus en plus maintenant planifier et documenter le processus R&D. Là aussi, ce sont deux nouveaux critères qui ont été ajoutés dans le guide du CIR 2018. Donc, comme on le voit ici, donc effectivement, il y a 5 critères. Donc, historiquement, il y en avait 3, la nouveauté, la créativité, l'incertitude. Et comme je le disais, depuis le guide 2018, 2 ont été ajoutés, la notion de transférabilité, reproductibilité et la notion de systématicité. Donc, bien évidemment que 100% des tâches et des activités n'ont pas à répondre à ces critères. D'ailleurs, l'analyse de l'éligibilité doit se faire au niveau global d'une opération et pas au niveau des tâches prises individuellement.
mais il faut quand même effectivement avoir suffisamment d'éléments qui vont dans le sens de la correspondance avec ces critères. Et si c'est le cas, et bien ensuite, les textes fiscaux indiquent que toute tâche nécessaire à la conduite de cette opération R&D est éligible. Donc, pour revenir un peu plus sur ces critères, donc ils sont les trois historiques: la production de connaissances nouvelles par des résultats originaux ou divergents des attendus, c'est la notion de nouveauté. La notion de créativité, eh bien, c'est d'appliquer des idées, des méthodes, des théories, des technologies ou des concepts ou des approches nouvelles par rapport aux standards. Et la notion d'incertitude qui, de manière assez logique, comme je le disais tout à l'heure, si on est globalement dans une opération où il y a une part d'inconnu, au regard de cette différence entre les problématiques, les ambitions qu'on a et l'état de la science et l'état des connaissances dans le domaine, eh bien, la logique veut qu'il y a des incertitudes, puisqu'on n'est pas certain que les idées, les hypothèses qu'on a, les études qu'on mène, les travaux de développement expérimental qu'on va réaliser au travers de prototypes, etc., vont nous permettre d'atteindre les objectifs ou de répondre aux problèmes que nous avons. Et ont été ajoutés plus récemment 2 critères qui vont dans le sens d'une certaine démarche scientifique structurée, qui existait, ce critère, mais qui n'était pas indiqué comme la systématicité. Donc, l'administration voulant un peu, le ministère de la Recherche, peut-être d'ailleurs plus particulièrement, éviter l'opportunisme. Mais bon, en absolu, une entreprise n'est pas obligée de faire de la R&D tous les ans de manière systématique pendant des années et des années. L'important est tout de même quelle structure sa démarche avec des protocoles, avec une mesure de résultats, une analyse de ces résultats, des conclusions derrière, ce qui va aussi dans le sens de cette notion de transférabilité, reproductibilité. Donc, transférabilité, c'est plutôt rare dans le monde des entreprises. Les entreprises mènent de la R&D pour elles, pas pour ensuite la partager avec tout le monde. Mais de toute façon, cette planification et cette documentation va tout de même nous permettre de capitaliser sur cette R&D et de pouvoir la reproduire, de reproduire les résultats ensuite et de ne pas inutilement refaire ces mêmes travaux dans la mesure où elles n'auraient pas conservé les résultats des travaux précédents. Un autre élément important sont les indicateurs de R&D, c'est-à-dire qu'au-delà du contenu du projet, et bien quand on est en capacité de mettre en avant certains de ces indicateurs qui ne sont pas obligatoires, ça rassure l'administration et ça la place tout de suite effectivement dans un état d'esprit, vraiment une vision que oui, effectivement, l'entreprise est R&D car elle a ces indicateurs et parce qu'elle a, en gros, il y a des éléments extérieurs qui montrent qu'elle est globalement dans cette dynamique, dans cette mouvance. Alors, je les ai classés de manière décroissante en termes d'importance. Alors, il y a les rescrits, on en parlera un petit peu plus tard. C'est une demande d'avis préalable de l'administration. Il en existe plusieurs d'un point de vue fiscal pour le label Jeune entreprise innovante, pour le crédit impôt recherche. Et l'intérêt de ces rescrits, c'est qu'ils incluent une expertise. Qui dit expertise réalisée validant le caractère R&D, dit qu'on imagine mal quand même une nouvelle expertise disant le contraire. C'est la même chose pour un agrément CIR, c'est-à-dire que si un prestataire a demandé un agrément en présentant le projet réalisé pour l'entreprise déclarant un CIR et que cet agrément a été validé par une expertise, là encore, ça veut dire tout de même que les travaux sont bien R&D. Ensuite, il y a tous les indicateurs assez classiques de la recherche que sont les publications scientifiques dans des revues, les présentations ou posters dans des contextes scientifiques. En lien avec ça, la collaboration avec des laboratoires publics de recherche, peu importe que ce soit sous forme de sous-traitance ou dans le cadre carrément d'une thèse de doctorat, pourquoi pas financée dans le cadre d'une convention industrielle de formation par la recherche, une CIFRE. Le fait aussi que des chercheurs de l'entreprise fassent des vacations en établissement d'enseignement supérieur type université ou école d'ingénieur montre tout de même le positionnement assez élevé de leur expertise. Le fait que des projets soient financés dans le cadre de programmes de soutien à la recherche est un élément important, que ce soit au niveau de l'Union européenne, de la Commission européenne, de l'Agence nationale de la recherche, voire des pôles de compétitivité, même si c'est un peu moins le cas aujourd'hui. Il y a moins de le FUI
un petit peu pris fin. Alors, je suis moins spécialiste de ces sujets, mais j'ai cru comprendre que les appels à projets FUI étaient terminés. Mais Pays France, tout ce qui est propriété intellectuelle, la protection par brevet prioritairement, les certificats d'obtention végétale également. Bon, pour tout ce qui est agence de protection des programmes ou à l'obsolescence, c'est relativement faible tout de même en termes d'indicateurs R&D. Le fait de disposer de personnel à haute technicité, type docteur, jeune docteur, j'ai mis entre parenthèses, ça n'est pas obligatoire, mais c'est vrai qu'un point de vue financier, au titre du crédit impôt recherche, c'est très intéressant. Le fait de disposer de moyens techniques remarquables, le fait aussi de montrer, comme je l'évoquais tout à l'heure, le fait d'avoir une démarche scientifique bien structurée avec une documentation, une traçabilité technique montre quand même qu'on est dans une entreprise sérieuse. Le fait d'être dans un environnement, dans un écosystème R&D plutôt positif. Le fait d'avoir un comité conseil scientifique, alors ça c'est vrai que c'est une pratique assez rare au final, mais ça montre là aussi qu'on veut qu'on présente régulièrement ces travaux qui sont validés, voire orientés, voire enrichis bien, des idées des membres de ce comité scientifique. Alors, si en plus, dans le lot, il y en a certains qui viennent du monde académique, ça c'est plutôt très positif. Et puis ensuite, bien, de manière générale, tout ce qui va être prix, concours, distinction, référence presse, bien évidemment, R&D est plutôt positif et à mentionner. Et puis, bien, toutes les difficultés techniques et les échecs éventuellement techniques, même si l'entreprise préfère l'éviter, bien évidemment, sont aussi des indicateurs positifs là pour le coup en termes de R&D, sachant là aussi que si on est en capacité d'insérer des travaux, de les positionner dans un référentiel, donc par exemple l'échelle de Technology Readiness Level, TRL par exemple, ou les études cliniques ou autres, sont des indicateurs intéressants. Sur les catégories de R&D, bon là je ne vais pas passer trop de temps, mais d'un point de vue officiel, le périmètre, les différentes catégories couvrent la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Bon, pour aller vite, la recherche fondamentale, on est dans de la phénoménologie, on est en train d'essayer de comprendre un phénomène. Ensuite, la recherche appliquée, on essaye de voir dans quelle mesure les principes qui sous-tendent ce phénomène peuvent être appliqués, peuvent avoir un intérêt applicatif. Et puis, le développement expérimental, on essaye de concrétiser tout ça au travers de la réalisation d'un proof of concept, d'un démonstrateur, d'un prototype, voire d'un pilote, avec des tests et essais associés pour vérifier que tout cela est utilisable. Alors, il n'y a pas de limite à monde, bien évidemment. Plus on est dans le théorique, le fondamental, le déconnecté de l'application, plus on est dans de la recherche intelligible au CIR. Ce qui compte, c'est la limite aval. Et globalement, la R&D s'arrête quand les travaux de développement expérimental ne génèrent plus de nouvelles connaissances. Globalement, après la énième prototype de qualification ou pilote, si on est dans un domaine d'activité où l'échelle semi-industrielle du pilote est nécessaire. Mais globalement, après cette énième campagne de test, et cet énième prototype de qualification, on arrive sur une solution qui est globalement figée avec une atteinte des principaux objectifs de cœur. Logiquement, on sort de la R&D puisqu'ensuite, on va plutôt être dans un prototype de validation, voire de l'industrialisation. C'est-à-dire qu'on va plutôt être sur comment est-ce que maintenant on produit en grande série ou en grande quantité le produit qu'on a développé. Donc là, bon, ce slide reprend ce que je viens d'évoquer. Maintenant, je voudrais m'arrêter tout de même sur un concept qui a été introduit par le ministère de la Recherche il y a maintenant 2 ans, dans le cadre de son guide et dans le cadre de la trame de présentation des travaux R&D, qui est la notion d'opération de R&D, qui est volontairement différente du projet d'entreprise. Et l'administration et le ministère de la Recherche considèrent que c'est la seule activité qui peut être considérée comme éligible en la décrivant comme étant la définition des hypothèses à vérifier et l'approche à suivre pour le faire, éventuellement avec un état de l'art, la réalisation des travaux techniques décrits dans l'approche définie précédemment, les tests et validations de ces travaux, et puis la synthèse des contributions scientifiques, techniques, technologiques associées à ces travaux. Et là, je voudrais faire un commentaire, c'est que cette évolution du guide est en décalage avec les textes officiels du bulletin officiel des impôts, qui, eux, n'ont pas bougé
ce sujet depuis l'origine et qui, comme l'indiquait tout à l'heure, indique que à partir du moment où un projet est éligible, l'ensemble des tâches techniques et des opérations techniques nécessaires à sa réalisation est considéré comme de la R&D. Ce qui fait que même si, et d'ailleurs dans les schémas d'illustration de ces concepts qui sont dans le guide du MESR, on voit quand même une certaine volonté de découpage et de segmentation des travaux R&D et donc de limitation des travaux R&D à déclarer au CIR. Nous concernant, dans l'approche, ce qu'on conseille, ça n'est pas de réduire le périmètre, puisque de toute façon, historiquement, on était quand même toujours dans des travaux techniques, mais c'est surtout, comme je le disais tout à l'heure, de focaliser la présentation sur, sur des problématiques, sur un ensemble de problématiques scientifiques, techniques, technologiques, auxquelles on tente de répondre au travers, comme je disais, d'études ou de travaux de développement expérimental. C'est-à-dire que vraiment, on évacue cette notion de produit et de marché et toutes les considérations et tout dans les aboutissants associés dès la fin de la présentation de l'entreprise. On se focalise 100% sur de la technique dans cette description et bien évidemment, on suit quand même la trame qui est dictée, ça, on n'a pas trop le choix. Donc, ces opérations de R&D, bon, quelques petits commentaires et petites précisions à ce titre. Tout d'abord, il convient de rappeler que l'origine, le type, le mode de financement ou service pilote ne doivent pas entrer en ligne de compte dans l'analyse de l'éligibilité de ces opérations. Bien évidemment, un projet d'origine purement interne peut être éligible, mais ce n'est pas parce qu'un projet vient d'une demande d'un client qu'il ne peut pas être éligible ou si le projet vient d'une évolution normative qui est assez générale et qui nécessite une reconception complète d'un projet, on peut être dans de la R&D également. Le type, de la même façon, on peut être sur un projet produit ou un projet process. Alors, même si, je vous ai dit tout à l'heure, voilà, c'était par raccourci que j'utilise ces mots, mais même si on présente des problématiques techniques associées, mais là, on peut avoir des projets à visée externe ou des projets à visée interne. On peut avoir des projets de création, ex nihilo, ou des projets d'amélioration substantielle. Ce n'est pas parce qu'une version d'une solution est déjà en cours d'exploitation qu'il n'est plus possible de faire de la R&D sur l'éventuelle version ultérieure avec de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles caractéristiques ou une amélioration des fonctionnalités ou des caractéristiques du projet. Le mode de financement non plus. Bien évidemment qu'un projet sur fonds propres est éligible, mais ce n'est pas parce que le projet est subventionné ou payé par un client que c'est gênant. Pour les subventions, si on est sur la subvention R&D, il faut alors déduire la subvention de l'assiette de calcul du CIR, mais comme souvent les subventions ne couvrent qu'une partie des dépenses, il en reste à la charge de l'entreprise qui sont éligibles au CIR, ou si on est payé par un client, l'administration voulant juste éviter de payer deux fois le crédit impôt recherche pour le client et le donneur d'ordre, il y a cette notion d'agrément CIR. Donc, si le prestataire n'est pas agréé, ça veut dire que son client ne peut pas intégrer les dépenses engagées auprès du prestataire dans son CIR à lui. Donc, rien n'empêche le prestataire de le prendre de son côté à lui alors qu'il est payé pour réaliser ces travaux R&D. Et le service pilote, bien évidemment, si on a une équipe R&D identifiée, on imagine bien que la majorité des travaux R&D sont dans cette équipe, mais il ne faut pas oublier l'intervention de personnel d'autres équipes techniques dans ces projets. Et on peut imaginer, par exemple dans le monde industriel, qu'il puisse y avoir de la R&D aussi au sein d'un service méthode, un service production, un service, pourquoi pas, maintenance. Il ne faut pas oublier de les analyser. Une opération de R&D, on doit l'avoir aussi dans sa vision la plus innovante. C'est-à-dire qu'on déjà, on se positionne au début du projet, parce que vis-à-vis du dépassement de l'état de l'art, dans la réalisation du projet, il peut ensuite apparaître dans la concurrence ou dans l'état de l'art des nouveautés, mais elles ne sont pas opposables à l'entreprise dans la mesure où, au début de ce projet, eh bien, ces nouveautés n'existaient pas. Mais aussi, il ne faut pas se limiter à décrire l'objet et les objectifs et les problématiques à juste des 12 mois réalisés, mais vraiment présenter la globalité des objectifs du projet, généralement de manière relativement concrète et précise à 12-18 mois, puisque c'est quand même relativement proche dans le temps, donc on a une idée assez précise de ce qu'on va réaliser. Et puis, si possible,
quelque chose d'un peu plus vague et succinct, mais de fait plus ambitieux également, à horizon 18-36 mois. C'est notamment important pour les PME et notamment les startups, donc des jeunes entreprises innovantes qui n'ont pas encore un historique très important sur les travaux R&D passés. Bien évidemment, qu'on peut avoir de la R&D sur des projets pluriannuels. Et alors, ce qu'il faut faire, si bien évidemment les travaux des années ultérieures sont toujours dans le périmètre d'éligibilité, donc par exemple le développement expérimental tel que j'évoquais tout à l'heure, on est toujours dans de la R&D, et on le verra sur la synthèse. Bon, il y a certaines parties qui peuvent être communes et qui n'ont pas bougé, et puis certaines parties, certaines descriptions qui sont vraiment spécifiques à l'année, sachant quand même que comme on ne parle pas de projets produits et de projets d'opérations R&D, il faut quand même savoir se renouveler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter pendant 10 ans une opération, même si les travaux de l'année vont être différents, une opération qui est vraiment centrée sur les mêmes problématiques. Il faut savoir finaliser certaines opérations, en créer de nouvelles, même si elles sont liées, bien évidemment. Une entreprise, elle a une stratégie, donc elles vont être liées, mais il faut savoir quand même les différencier. Un échec technique est un bon indicateur de R&D, comme je le disais. Et puis, il faut avoir, là, on va arriver sur la notion de stratégie de présentation. C'est-à-dire que quand on a un grand nombre de projets liés, il faut savoir peut-être des fois trouver la meilleure façon de les présenter, quitte parfois à les regrouper avec une opération un peu globale, avec des sous-opérations. Donc, la démarche scientifique, bon, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, donc assez logiquement, ce qui va sous-tendre la description des travaux, ça va être des hypothèses, comme j'ai dit tout à l'heure, des objectifs, des problèmes, des hypothèses pour tenter d'y répondre, avec les éventuelles conséquences associées, le protocole, les études pour tenter de vérifier globalement ces hypothèses, les travaux associés, l'analyse des résultats, les conclusions quant à l'atteinte ou pas des objectifs et quant à la vérification ou pas des hypothèses en question. Et donc, l'administration, au final, de manière un peu récapitulative, considère que, bien, quand on analyse une opération, on doit se poser un peu les questions suivantes. C'est-à-dire que si, effectivement, à l'étude d'une problématique technique, avant ou pendant une opération, après analyse des connaissances existantes accessibles dans le domaine, il y a absence de solution, eh bien, il y a une nécessité d'engager une opération de R&D qui va consister en la définition des hypothèses, la réalisation des travaux, le test et validation de ces travaux et la synthèse des contributions. Je reviens sur 2-3 mots intéressants ici tout de même. Donc, on parle de solutions accessibles, premièrement. C'est-à-dire que, par exemple, si je parle s'il existe une solution brevetée, concurrente brevetée, à partir du moment où on ne sait pas comment l'entreprise concurrente en question a fait pour atteindre ce résultat, et qu'alors il nous est nécessaire de définir notre propre démarche et pour laquelle on n'est pas sûr du tout que cela va aboutir, peut-être pas breveté, parce qu'effectivement, quand un projet est breveté, à terme, le brevet est accessible. On peut voir, un des principes du brevet, effectivement, c'est de faire progresser la science. Mais plutôt, si on a une solution concurrente très récente qui vient de sortir et qu'on ne sait pas comment elle fonctionne, eh bien, le fait de devoir soi-même conduire sa démarche R&D sans garantie d'aboutir peut être considéré tout de même comme de la R&D. À l'inverse, bien évidemment, si depuis 10 ans, tous les acteurs du domaine maîtrisent un sujet, on aura du mal à défendre qu'on peut être dans la R&D. On parle aussi de solutions satisfaisantes. Bien évidemment que s'il existe des solutions dans l'état de l'art, mais qui ne sont pas au niveau d'ambition qu'on a, elles ne sont pas opposables. Il peut aussi y avoir des solutions partielles. Et alors, s'il est nécessaire de les compléter, eh bien, les travaux de complément en question, s'ils comportent des incertitudes, peuvent relever de la R&D. Et puis, s'il existe des solutions qui sont théoriques, mais qui n'ont jamais été validées expérimentalement, eh bien, ce travail expérimental peut être de la R&D. Et on parle dans notre contexte. C'est-à-dire aussi, vraiment, l'homme de l'art, il est censé maîtriser un domaine. S'il existe des solutions dans un domaine totalement différent, déjà, le fait d'y penser est déjà beaucoup et dépasse même ce qu'on attend d'un homme de l'art. Et en plus, tout le travail d'éventuelle vérification de la transférabilité et de l'applicabilité de cette solution dans notre contexte client, contexte d'activité entreprise, est de la R&D.
Donc, sur la sélection des opérations, premièrement, une opération doit être pilotée par un chercheur diplômé assimilé. Ça, c'est une des règles du CIR. Alors, diplômé, logiquement, un chercheur, c'est Bac+5 ou plus, sachant que l'administration accepte la notion de chercheur assimilé. Assimilé, ça va être 2-3 ans d'études en moins. Donc, à partir de Bac+2, la personne peut être considérée comme chercheur à partir du moment où elle a une certaine expérience professionnelle, elle a une fonction, une position dans la convention collective et un niveau de rémunération qui la positionne à ce niveau-là. Comme je le disais tout à l'heure, l'analyse de l'éligibilité doit se faire au début du projet. L'opération doit globalement correspondre aux critères et pas chaque tâche individuelle, même si derrière, quand on va présenter le projet, on va décrire uniquement les chantiers R&D. L'administration ne demande pas à ce qu'on décrive systématiquement 100% des tâches techniques réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre. On parle de l'histoire, entre guillemets, qui présente la globalité des choses sans rentrer dans chaque tâche individuelle. Il est mieux d'analyser l'éligibilité d'un projet au début, parce qu'ensuite, ça permet au chef de projet de savoir qu'il va falloir qu'il soit un petit peu consistant et sérieux dans le suivi, la centralisation des temps, des dépenses et des documents de traçabilité. Par expérience, les toutes petites opérations, généralement, comportent suffisamment d'incertitudes pour être défendables. Peut-être qu'elles peuvent être regroupées. Alors, peut-être que chaque essai est dans une thématique un peu commune et alors il vaut mieux présenter l'opération au niveau de la thématique. Et en cas de début d'opération en fin d'année, généralement, nous, on conseille peut-être plutôt d'attendre l'année suivante pour la présenter au CIR parce qu'alors, on a beaucoup plus de matière pour la défendre. Une opération R&D sous-traitée à 100% ne peut pas être considérée comme une opération portée par l'entreprise, ce qui est assez logique. Généralement, on a quand même un minimum une personne dans l'entreprise qui a défini le cahier des charges, interagit avec le prestataire et ensuite intègre les travaux. Alors, élément important, effectivement, il faut vraiment différencier par exemple, tout à l'heure, je parlais du pilotage par un chef de par un chercheur. Quand on est toujours dans une PME qui commence, il se peut que les fondateurs les plus experts techniquement ne soient pas rémunérés, mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas les présenter dans le CIR. Peut-être que d'un point de vue crédit impôt recherche, leur intervention ne générera aucun euro, pas d'argent, mais le fait de montrer quand même qu'ils interviennent, qu'ils passent du temps, qu'ils pilotent ce projet, est important parce que de fait, on répond aux critères que j'évoquais tout à l'heure de pilotage par un chercheur, et puis on positionne et on valorise du temps d'intervention de ce personnel. Quand on est sur de la R&D pour un client, il faut faire attention d'avoir déjà que le client est d'accord pour qu'on déclare ce projet dans le cadre de son CIR, puisqu'il y a une notion de confidentialité entre un client et un prestataire. Et puis, il faut avoir les connaissances globales sur le projet. C'est-à-dire que nous, on peut avoir une petite vision sur la prestation qu'on a réalisée pour un client, sur un projet plus global. Et alors, eh bien, on a peut-être uniquement l'information sur ce petit périmètre. C'est vrai qu'au-delà quand même de l'éligibilité, l'existence de documents de traçabilité, donc de contenu technique et la confiance du chef de projet dans l'éligibilité de son projet sont quand même relativement importantes et doivent être prises en compte. Parce qu'effectivement, on a parfois les chefs de projet qui disent ouais, bon, c'est mon travail, je le fais tous les jours. Donc, il faut quand même les sensibiliser. Déjà, il faut qu'on puisse rédiger une synthèse. Et puis derrière, il faut quand même, peut-être, il peut y avoir des interactions orales avec un expert. Il faut alors que la personne, quand même, souhaite défendre l'éligibilité de son projet et ne ruine pas tout en disant bon, non, je considère que ce n'est pas de la R&D. Attention sur les projets procédés, quand même, qui sont un peu plus risqués généralement, parce que souvent, on va être dans de l'assemblage de différents composants qu'on a achetés chez des prestataires ou des fournisseurs. Et souvent, eh bien, sauf quand on est dans du développement de machines spéciales, quand on va être vraiment sur l'utilisation de composants sur étagère, ce n'est pas certain que globalement, on réussisse à défendre de la R&D. Et comme je le disais, la stratégie de présentation est relativement importante parce que la liste à la Prévert de tas de petits projets n'est pas obligatoirement la meilleure façon de faire. Il faut essayer de trouver le schéma de présentation qui va être assez logique, qui va être assez valorisant
est un peu globalisant. Et alors, derrière, il faut être cohérent à tous les niveaux de la présentation du projet avec cette stratégie de présentation du titre, de l'opération. On va venir ensuite sur la partie rédaction, qui valorise tous les aspects innovants et complexes. On n'est pas sur du marketing. Là, une opération de R&D n'est pas marketing du tout. Là, ensuite, dans la structuration de l'opération, dans la description des travaux, vraiment les différentes étapes et sous-étapes de ce projet. Dans la structuration aussi du suivi des temps, on doit être logique là aussi. S'il y a une fiche de temps au moment à fournir demandée par l'administration, il faut que l'ensemble des étapes de cette fiche de temps correspondent à la description des travaux, à la structuration des travaux, pour éviter tout risque que l'administration considère que telle étape ne correspond pas au projet qu'on lui a présenté, sachant que ce suivi de temps doit être précis et rigoureux. Et dans les justificatifs financiers, si possible, bien évidemment à minima les tableaux de calcul du CIR, mais si possible aussi les factures pour qu'il n'y ait pas de doute sur le lien entre la prestation de service faisant l'objet de la facture et le projet présenté à la R&D. Sachant que ces présentations de projet peuvent même parfois être utilisées comme un peu une espèce de showbook, comme un book un petit peu. On a certains clients qui parfois ont mis à disposition de leurs clients ou investisseurs les synthèses pour montrer ce qu'ils faisaient en termes de R&D, puisque ça permet un peu de les valoriser pareil. Juste un exemple un peu de stratégie de présentation. Bon, par exemple, si on est dans une entreprise dans le domaine, par exemple, pas du médical obligatoirement, mais bon, bref, de développement de produits paramédicaux, c'est ce que je cherchais. Et on peut imaginer avoir un sujet un petit peu transversal de screening de principes actifs dans un domaine. On avait un client une fois, c'était tout ce qui était les produits de la mer, les algues, l'eau de mer, etc. D'essayer de trouver les éventuels atouts et ensuite essayer de développer, concevoir des prototypes d'applications. Là, c'est dans différents organes, ophtalmo, la peau, dermato, tout le système otorino, ORL, et puis la bouche. Petit zoom vite fait sur le CII, parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup du crédit impôt recherche, mais depuis quelques années, existe maintenant le crédit impôt innovation, qui est réservé aux petites et moyennes entreprises, et qui, s'il est équivalent au CIR sur le périmètre des activités éligibles, à savoir qu'on est toujours dans de l'étude, conception, développement, test, essai de prototype, là, on va être focalisé déjà sur les projets produits ou base sur laquelle se basent des services, mais pas des projets purement internes, procédés ou process. Et là, on va être sur un niveau technique beaucoup nettement inférieur au CIR, puisqu'on va être sur de la supériorité par rapport à la concurrence. Donc, il n'est plus question de dépassement de l'état de l'art, il n'est plus question de nécessité d'incertitudes scientifiques et techniques conséquentes. Là, l'important, c'est d'être le premier à avoir l'idée de développer un nouveau produit qui va être supérieur à la concurrence sur le marché où on est actif géographiquement, une supériorité à la concurrence d'un point de vue fonctionnel, les fonctionnalités qu'offre le produit, d'un point de vue technique, donc c'est les qualités non fonctionnelles, la légèreté, la rapidité, etc. D'un point de vue ergonomique, c'est l'adaptabilité par rapport aux utilisateurs, ou d'un point de vue éco-conception, donc c'est la prise en compte sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de l'environnement. Bien sûr, hors tout ce qui va être sur mesure, personnalisé ou saisonnier, puisque sinon on est toujours différent si on est sur mesure. Et bien sûr, on est quand même sur des projets techniques, puisque ça doit nécessiter la réalisation d'un prototype. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on est sur une R&D un peu limite, un peu tangente, et sur des enjeux raisonnables de dépenses, peut-être que parfois, il faut peut-être préférer le crédit d'impôt innovation au crédit d'impôt recherche. Alors, juste pour finir, il est un petit peu moins intéressant que le CII. On est sur 20% des dépenses et pas 30%. Il est plafonné à 80 000 € par an, mais ce qui veut dire quand même qu'on a un volume de dépenses qui peut aller jusqu'à 400 000 €. Comme le suivi de temps est quand même généralement une certaine latitude à ce stade, on peut être sur des enjeux équivalents, sachant en plus qu'il n'y a pas de contrainte de niveau technique. Donc là, on peut avoir des personnels non chercheurs ou techniciens, mais il faut avoir qu'ils aient une intervention technique dans le projet quand même. Et puis, il y a des possibilités de valoriser les notions de dessin.
Voilà, maintenant, je vais aller sur la partie justification technique au sens vraiment rédactionnel, rédaction des synthèses, puisque voilà, on a fait le travail d'analyse, de sélection et de structuration et de définition d'une stratégie de présentation. Maintenant, il faut la concrétiser au travers de synthèses. Savoir qu'en plus, bien sûr, des justificatifs administratifs et financiers, eh bien, chaque opération R&D doit être présentée. Donc, avec une page de couverture, bien évidemment, un titre, le nom, les fonctions, la fonction et les coordonnées du chef de projet, les indicateurs R&D, c'est bien de les mettre dès la première page, tout de suite, comme ça, l'expert ou le lecteur va vraiment les voir de suite. Il y a ensuite une présentation de l'entreprise, de la société qui est commune à l'ensemble des synthèses. Là aussi, c'est de montrer que l'entreprise a une stratégie R&D, qu'elle-même, de manière plus générale, a des indicateurs R&D, montrer son approche, son historique en termes de CIR, et montrer qu'il y a une certaine sélectivité aussi. C'est qu'on ne prend pas tout. Et là, on peut le montrer par rapport au nombre de projets réalisés, nombre de projets valorisés en CIR, budget R&D et dépenses éligibles au CIR, etc., pour montrer vraiment que l'entreprise est sérieuse, connaît les critères d'éligibilité, connaît les différentes catégories de R&D et les applique par une analyse individuelle des différentes opérations pour arriver à ne prendre que sérieusement ce qu'elle considère. Ensuite, il y a un tableau récapitulatif des opérations R&D et ce sur quoi on va se focaliser, c'est la présentation détaillée des opérations de R&D individuellement. Avec donc tout d'abord le contexte, l'origine. Pourquoi est-ce qu'un jour l'entreprise s'est dit, d'un point de vue économique et d'un point de vue scientifique, qu'elle souhaitait s'engager dans cette opération. Ensuite, les éventuels indicateurs R&D de l'opération, qui ne sont pas obligatoires, mais si on en a, tant mieux. Comme je disais tout à l'heure, ça rassure. Ensuite, on décrit l'objet de l'opération. Donc, globalement, ce sont les problématiques, à savoir soit les problèmes ou les objectifs, l'état de l'art associé en montrant les lacunes et faiblesses de cet état de l'art. Ensuite, les incertitudes scientifiques et techniques liées au gap entre ces objectifs et ces problématiques, état de l'art. Ensuite, la contribution scientifique, technique et technologique. Globalement, c'est le bilan au 31-12, temporaire ou définitif, en essayant de montrer les nouvelles connaissances acquises et ressorties des travaux, les travaux et la partie ressources humaines. Donc, sur chacune de ces parties, donc bien évidemment en page de couverture, année, numéro de l'opération de R&D, quand on en a plusieurs pour faire le lien avec les tables de calcul, le titre, comme je le disais. À titre personnel, moi j'aime bien les titres lourds et longs, volontairement caricatural, mais des titres qui vont, par un adjectif qualificatif, montrer tous les aspects innovants et complexes, risqués de l'opération. Le nom fonction chef de projet, les indicateurs, bien sûr, éventuellement une illustration à logo, une table des matières et la notion de confidentialité qui n'est pas inintéressante à préciser. La présentation générale de l'entreprise, alors là, je ne vais pas m'apesantir très longtemps puisqu'on est sur l'information un peu générale. Comme je disais, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est cette notion vraiment de R&D, stratégie, moyens, ressources remarquables, les indicateurs R&D, l'historique CIR, surtout si on peut montrer par exemple qu'on a eu il n'y a pas trop longtemps un contrôle fiscal, pourquoi pas avec le ministère de la Recherche, qui a été positif. C'est certain que ça va pousser l'entreprise, l'administration à ne peut-être pas de suite lancer un nouveau contrôle. Le tableau des opérations R&D que j'ai évoqué tout à l'heure. Pour chaque synthèse, il y a un petit tableau avec à nouveau l'identifiant, l'année, date de début, date de fin, le volume horaire, nombre d'heures valorisées pour l'année, et puis quelques mots-clés nomenclature, mais on peut aussi mettre des mots-clés libres. Là, c'est pour aider l'administration à identifier l'expert qui éventuellement serait amené à examiner le projet. Ensuite, on présente l'opération des R&D dans le cadre de l'activité d'entreprise. Comme je disais, le contexte. Bien évidemment, on est dans un contexte R&D. Donc, par exemple, s'il y a un tas d'éléments de contexte qui s'additionnent et qui contraignent le projet, eh bien, ça va dans le bon sens. Et puis, on conclut ça par un peu les principaux objectifs généraux. Et éventuellement, on peut faire le lien entre plusieurs opérations. Parce qu'effectivement, dans une entreprise, s'il y a plusieurs opérations R&D, généralement, il y a une logique
il y a eu une certaine interconnexion entre ces opérations. Les indicateurs tels que j'évoquais tout à l'heure, l'objet, maintenant première partie. Donc, alors là, le 3 fois 1, en gros, c'est pour essayer de monter un peu les ratios de taille d'une partie à l'autre. Donc, cette partie, alors ça, je les ai repris de l'ancienne trame, mais globalement, vu que la partie objet regroupe la partie objectif, état de l'art et incertitude, c'est pour ça qu'elle est globalement, normalement, d'une longueur de 3 fois la partie précédente. On présente l'objectif général. Ensuite, on décline les différents objectifs, problèmes scientifiques, techniques, technologiques. Alors, attention sur les aspects technologiques, ce qui sous-tend globalement les travaux, c'est un peu moins facile à défendre. Et les aspects fonctionnels, notamment, je pense au monde logiciel, sont là aussi un petit peu plus risqués. Et comme je vous disais tout à l'heure, bien sûr, on parle du passé, du présent, mais aussi du futur. Vraiment, le fait d'avoir une roadmap R&D et d'être en capacité de la présenter, c'est quelque chose de relativement important. Si possible, quand on a des chiffres, c'est sûr que la comparaison par rapport à l'état de l'art est plus facile à établir. Hein, si effectivement l'état de l'art aujourd'hui est à un niveau de 20 sur je ne sais pas quelle problématique et nous on veut atteindre 100, eh bien, vous voyez, la comparaison du dépassement est facile à faire. On décline donc les différents aspects innovants et complexes, les risques d'échec. On ne donne pas, bien sûr, déjà les pistes de réponse. Chaque information doit se trouver à sa place. On parlera des pistes de réponse, donc des hypothèses, dans la description des travaux. Aujourd'hui, là, on ne montre que en quoi ces objectifs sont très ambitieux, très risqués et sans garantie d'atteinte. On peut avoir une structuration soit par thématique, le cas échéant. Maintenant, l'important, c'est que plus on structure, plus ça peut aider l'administration à identifier les parties de projet qu'elle pourrait considérer comme n'étant pas éligibles. Donc, si on structure des sous-thématiques, eh bien, il faut alors qu'on ait de la matière intéressante à mettre dans chacune d'entre elles en termes d'innovation et d'incertitude. Là encore aussi, on peut avoir une structuration annuelle des objets, mais là aussi, ça fige un peu la situation et ce n'est pas obligatoirement bénéfique. On est censé, normalement, au niveau de l'état de l'art, d'indiquer aussi comment est-ce qu'on a fait pour analyser cet état de l'art. Ce n'est pas obligatoire, mais on doit effectivement faire un état de l'art. Alors maintenant, très spécifique aux problématiques et au contexte client, donc il n'est pas obligé de faire des tartines. Et on doit montrer surtout en quoi cet état de l'art, comme je le disais tout à l'heure, n'apporte pas de solution existante, accessible, complète, validée, satisfaisante dans notre domaine d'activité. Parce que sinon, malheureusement, on n'est pas dans la RM. Et en lien avec ça, on doit montrer effectivement bien, en quoi les incertitudes, les risques, les challenges, les verrous qui vont être liés à ce gap entre l'état de l'art et ce qu'on souhaite faire. On peut ajouter, bien évidemment, donc ça, c'est vraiment l'analyse au début du projet, mais si, en plus de ça, sur des choses qu'on pensait maîtriser, il y a eu en déroulement de projet des aléas, des problèmes qui sont apparus, on peut les décrire, d'éventuelles contraintes, donc tout ce qui va être lié à l'environnement extérieur et qui va complexifier et contraindre le projet est positif. Si on a des objectifs contradictoires, c'est bien de le mettre. Si le projet inclut des impacts croisés, ça valide certaines choses, on continue à travailler sur d'autres, mais malheureusement, certains problèmes d'autres parties peuvent impacter ce qui a déjà été finalisé et validé. Alors, tout ce qui va montrer la complexité du projet est positif. Les références biblio, puisque cet état de l'art, on est censé montrer que ce n'est pas nous seulement de manière subjective qui l'avons fait, mais que globalement, effectivement, on est dans des informations objectives. Et c'est éventuellement là aussi qu'on va résumer les progrès des travaux antérieurs. Parce que vraiment, sur la partie description des travaux, il faut vraiment décrire seulement les travaux de l'année. Parce que ça serait dommage que dans le cadre d'un contrôle fiscal sur une année, à partir du moment où on décrirait les 2 années passées aussi, eh bien, ça donne envie à l'administration d'ouvrir un contrôle sur les 2 années précédentes. Et pour autant, vu que le projet a déjà 2 ans, il est difficile de ne décrire que les travaux de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on peut résumer éventuellement les travaux des années passées à la fin de l'état de l'art pour montrer où on en est aujourd'hui. La contribution annuelle, alors il est important de noter quand même que dans le cadre de la réforme du guide du MESR, cette partie qui globalement est une conclusion, a été remontée très haut dans la synthèse. Elle vient même avant la description des travaux, ce qui fait qu'elle n'est pas à négliger.
Il faut essayer faire un bilan des travaux et des résultats obtenus, soit de manière intermédiaire si le projet n'est pas terminé, soit de manière définitive. On indique aussi les travaux R&D restants. Il faut essayer de montrer bien les progrès qui ont été produits par l'opération et les nouvelles connaissances acquises grâce à ces travaux. Éventuellement, avec des démarches de capitalisation, parce que là, ça montre que l'entreprise, comme je disais, a une démarche systématique et reproductible, qui sont les deux critères additionnels plus récents de l'éligibilité, montrant que les choses sont faites de manière structurée et que derrière, l'entreprise essaye de faire quelque chose, entre guillemets, de ses résultats de travaux, au-delà de son approche produit, pourquoi pas, comme je disais, avec une communication, une diffusion maîtrisée des informations relatives à ce projet. La partie travaux, donc, qui est la partie logiquement la plus longue, qui est logiquement censée faire 3 à 5 fois la première partie, elle doit décrire la démarche expérimentale et le processus évoqué, à savoir, soit de manière chronologique, soit de manière modulaire, chantier par chantier, on doit décrire, comme on le disait tout à l'heure, les hypothèses, les éventuels travaux d'études, puis les travaux expérimentaux de proof of concept, de démonstrateurs, de prototypes, de pilotes, avec le protocole d'essai et tests associés, aboutissant à des résultats qui sont analysés et qui amènent à des conclusions. Et donc, on est vraiment dans du travail purement technique qui doit aussi quand même, il doit défendre le projet, puis il doit aussi défendre le volume d'heures qu'on a déclaré aussi. Donc, la taille de cette partie va effectivement aussi être liée à la taille du projet. C'est-à-dire que si on présente un projet de 1000 heures, ce n'est pas la même chose que quand on présente un projet de 50 000 heures, bien évidemment. Sachant qu'aussi, le déroulé de ces travaux va aussi permettre de montrer encore cette notion d'incertitude et de complexité technique. Parce que, par définition, la R&D, qui est différente de l'ingénierie, n'est pas maîtrisée. Donc, on n'est pas logiquement dans une présentation linéaire, optimale, idéale du déroulement du projet. Donc, si en plus on peut montrer que malheureusement le projet a inclus des alternoiements avec des changements de voie, des erreurs, des problèmes, des retards, des évolutions successives, des modifications successives, c'est positif. Là, on décrit bien, on ne décrit pas le résultat final, mais on décrit la démarche pour tenter d'aboutir à ce résultat final. C'est vraiment différent. Il faut effectivement montrer, et puis on parle des travaux, on s'approprie les choses, donc on utilise des verbes d'action, des verbes techniques, et on est vraiment nous, la première personne du pluriel. Bon, au final, j'ai anticipé un petit peu mon slide. Comme je disais, il faut vraiment, pour conclure, bien décrire ce qu'on aurait aimé éviter. Pour la petite blague, c'est vrai qu'effectivement, une entreprise, quand elle mène des travaux de R&D, elle souhaite ne pas gaspiller de temps, d'argent, d'énergie. Et malheureusement, le propre de la R&D, c'est que même si on a une équipe R&D compétente, tout ne se passe pas comme on le souhaiterait, avec effectivement, malheureusement, des dépassements de budget, des dépassements de temps, et puis parfois certaines idées, certaines hypothèses qui n'aboutissent pas et qui donc amènent à une perte partielle ou totale. Ensuite, on décrit les partenariats scientifiques. Bon, l'administration, je trouve, est un petit peu redondante aujourd'hui dans sa demande vis-à-vis du rôle, des tâches, de l'implication de chaque personne. Je dois vous admettre que globalement, nous, dans la synthèse, on fait le lien avec les tableaux de calcul. Dans les tableaux de calcul, on met la fonction de la personne, mais la fonction au sens contrat du travail, et derrière, bien évidemment, on fournit les CV et diplômes. Et jusque-là, nous n'avons jamais eu de problème en cas de contrôle ou de demande de l'administration. Bien évidemment que si on se trouve avec une personne qui a une fonction un petit peu trop générique ou moyennement aidée, il peut être nécessaire de fournir une fiche de poste. Mais globalement, la demande de détailler le rôle et les tâches de chaque personne dans chaque opération, en plus du CV diplôme, en plus
de la mention de sa fonction et de son rôle, le projet dans le tableau de calcul, c'est un petit peu beaucoup, je trouve que ça fait un petit peu redondant et on peut voir ça de manière un petit peu plus limitative. Et on doit décrire aussi les partenariats scientifiques et toute la partie recherche confiée. Le suivi de temps, comme je disais tout à l'heure, le suivi de temps doit être normalement précis et rigoureux. L'administration maintenant demande normalement un temps par opération, mais au final, quand on a des discussions avec l'administration fiscale et les inspecteurs, eux souhaiteraient avoir presque un temps par semaine, voire par jour. Donc, il n'y a encore pas aujourd'hui de consensus vis-à-vis du niveau de temps. L'important, bien évidemment, c'est d'avoir des temps, déjà, pas des pourcentages. Faire attention aux temps trop faibles, puisque normalement, l'implication d'une personne en R&D doit être nécessaire. Donc, si on est sur quelques heures, on se demande vraiment si cette intervention est nécessaire. Et à l'inverse, quand on est sur des taux d'intervention très élevés ou se rapprochant ou aboutissant au 100%, là aussi, il faut être en capacité de le défendre. Et c'est peut-être même à éviter, parce que logiquement, même quand on est dédié à la R&D, on a toujours un petit peu d'administratif à faire. Sur la rédaction, quelques exemples de documents de traçabilité technique, parce qu'effectivement, nous, c'est vrai que par expérience, c'est ce sur quoi on se base au départ. Ça peut être bien sûr des dossiers de demande d'aide publique, bien sûr des publications scientifiques ou des présentations lors de congrès, des rapports de stage. Il faut voir que souvent, les stagiaires, notamment de master, quand même font un travail un petit peu de mise en perspective au départ des travaux du stage. Et alors, ce sont des choses intéressantes à exploiter. Bien évidemment, un rapport de thèse, si le projet fait une thèse, c'est un document très important. Toutes les spécifications techniques, fonctionnelles, guide utilisateur, tout ce qui va être les plans, protocoles d'essai, rapports d'essai, cahiers de labo, s'il y en a. Toutes les présentations régulières de l'équipe de R&D en interne ou au sein du groupe. On est un groupe, tout ce qui va être cahier des charges, offres techniques et livrables, des prestataires de services, éventuellement des benchmarks, des comparaisons de technologies, concepts, approches, solutions, des liens hypertextes, des wikis internes qu'on utilise pour capitaliser sur les docs techniques, ou les textes de brevets, ou des articles de dossiers techniques dans la presse spécialisée. Voilà. Globalement, méthodologie de rédaction, alors c'est notre méthodologie de rédaction. Alors, bien évidemment, on rédige complètement en année 1 la synthèse. Et puis, lorsqu'on est sur un projet pluriannuel, alors on met à jour cette synthèse et globalement, les parties qui sont annuelles et qui donc sont intégralement à modifier sont les parties 4 sur tout ce qui est progrès des connaissances et contributions scientifiques et techniques, et la partie 5, la partie travaux. Sur la partie 6, oui, sur les RH, mais comme je disais, nous, pour le coup, on fait le lien avec les tableaux de calcul. De fait, bien évidemment, que les temps et les personnels impliqués peuvent diverger. Plus on rédige tôt, mieux c'est, puisque de fait, les choses seront plus fraîches dans les esprits. On rédige en fonction des enjeux du CIR. Comme je disais, bien évidemment, que si on a des grosses opérations qui représentent des gros enjeux de CIR, il est logique bien de d'écrire de manière beaucoup plus massive que sur un petit projet. On décrit de manière cohérente, comme je disais, du début jusqu'à la fin, vraiment le titre, l'objet, les travaux. Il faut vraiment rester toujours sur le même périmètre, avec des illustrations techniques. Si on a des tableaux, des schémas, des graphiques, c'est très bien. Et on peut éventuellement utiliser, puisqu'on parle d'une synthèse, on n'est pas obligé non plus de faire des centaines de pages. On parle d'une synthèse, donc il ne faut pas hésiter à mentionner en fin de chaque partie les documents de référence. Ça permet d'indiquer à l'expert que s'il le souhaite, eh bien, il peut avoir accès à la matière technique complémentaire. Donc, nous concernant, c'est plutôt du bon sens au final. On est comme au lycée quand on rédigeait des rédactions. C'est d'abord effectivement de définir le titre et la structure un petit peu de la partie objet, donc les problématiques avec l'ensemble des aspects innovants et incertains. En lien avec ça, on définit la structure des travaux en cohérence avec la stratégie de présentation. Donc, on a le schéma. À partir du moment où on a un peu le schéma en tête, eh bien, ça veut dire que logiquement, par brique du schéma, il va y avoir une partie. Ça peut être par couche, quand on est dans le monde logiciel, par exemple. Ensuite, on prend connaissance des docs et on essaye de les rattacher aux différentes parties pour dans quelle mesure on va pouvoir exploiter plus ou moins tel ou tel doc à tel ou tel endroit. Ensuite, c'est bien de commencer par rédiger les parties générales, communes et pluriannuelles, donc présentation d'entreprise, présentation
du contexte, éventuel résumé des travaux antérieurs qui permet un petit peu de remettre en perspective où on en était à la fin de l'année précédente. On rédige les travaux et c'est en fonction de cela qu'on rédige la partie problématique, objectif, état de l'art et incertitude, la partie objet. Ça peut paraître inversé, mais au final, ça permet d'être totalement cohérent. Comme je disais, depuis 2018, vraiment, l'état de l'art doit être strictement limité aux problématiques de l'entreprise dans son contexte propre. Et donc, il est plus simple de décrire les travaux qu'on a réalisés et ensuite de mettre ça en parallèle avec cet état de l'art. Et ensuite, on rédige le bilan annuel et les contributions scientifiques et techniques. Et puis, on peut éventuellement rédiger de manière succincte un peu les travaux futurs, notamment quand on est une start-up en début d'activité R&D, parce que même si les travaux R&D sont assez limités, ça permet de montrer et de mettre en perspective ça avec la R&D future. Et bien évidemment, comme on est généralement, on ne fait pas dès le début une synthèse finale, bien ne pas hésiter tout de suite à mettre des commentaires, des questions, des idées de compléments qu'il faut ensuite traiter. Pour info, donc, alors là, je vous ai présenté la trame générique, mais il y a une trame avec quelques petites spécificités pour les opérations R&D dans les essais cliniques, en création logicielle et puis dans le domaine des établissements privés d'enseignement supérieur et de recherche. Comme je disais tout à l'heure, il faut toujours rester cohérent avec la stratégie de présentation, y compris si on complète. C'est-à-dire, si à un moment, il y a une idée qui nous vient quant à un chantier qu'on avait oublié de présenter ou un objectif, il faut alors s'assurer que la matière relative à ce chantier va aussi être évoquée dans le titre, dans le contexte et dans les objectifs. Comme je disais, on présente une histoire, donc on présente vraiment les principaux chantiers et uniquement R&D. S'il y a des choses à gauche, à droite, des petites choses qui sont moyennement R&D, on ne va pas non plus les présenter parce que ça serait se tirer une balle dans le pied. Il ne faut pas vulgariser ou simplifier. On écrit en mode expert pour un expert. Il faut utiliser du jargon, des acronymes. On décrit seulement ce qui va dans le sens de l'éligibilité. On ne décrit que des aspects techniques. Après la partie contexte, on est vraiment purement dans la technique. Il ne faut pas sous-estimer la partie contribution scientifique. On utilise des verbes d'action précis et on n'utilise pas de mots dévalorisants. Alors, sur la synergie avec les autres financements, j'ai un petit peu de retard. Les opérations financées, bien évidemment, sont R&D. Parce que, comme je disais, le fait d'être subventionné, c'est un indicateur intéressant. Mais, bien évidemment, qu'on ne valorise dans le CIR que les dépenses éligibles au CIR et en suivant les règles du CIR. On doit déduire éventuellement les subventions et les appels à projets et les avances remboursables. Alors déjà, il ne faut pas confondre subvention et recette d'un appel d'offres public. On peut être payé par un organisme public en réalisant une prestation et ça n'est pas une subvention. Mais quand on reçoit une subvention ou une avance remboursable, on doit en théorie la déduire à l'encaissement. Et puis, si on n'a pas pu tout déduire l'année 1, eh bien, on continue à déduire le reste, le solde en année 2. Mais en pratique, quand une entreprise a beaucoup de subventions, il est possible, c'est accepté, plutôt d'appliquer aux dépenses de l'année en lien avec le projet subventionné une déduction théorique équivalente au taux de subventionnement pour impacter toutes les dépenses, entre guillemets, d'une subvention théorique égale au taux de subventionnement. Pour lisser un petit peu les choses dans le temps. Sachant que quand on déduit à l'encaissement, un prorata est possible, puisque si dans le budget du projet, toutes les dépenses financées par le projet ne sont pas éligibles au CIR, il serait dommage de déduire la totalité des subventions. Donc, on a le droit de faire un prorata, calcul en croix, de dire sur 100 de dépenses prises en compte dans le budget du projet, moi, je pourrais dans l'absolu n'en valoriser que 80, eh bien, alors je ne déduirai que 80% des subventions. Et les avances remboursables doivent être déduites comme des subventions, puisqu'on n'est pas sûr qu'on va les rembourser. Mais ensuite, les remboursements ultérieurs de ces avances doivent être réintroduits dans les dépenses R&D. Logiquement, les prêts à taux zéro, PPI, les prêts ne sont pas à déduire puisqu'ils sont remboursés dans tous les cas. Il y a eu un petit arrêt de jurisprudence BPI, mais qui quand même est relativement peu impactant et qui, aujourd'hui, dans la très, très, très grande majorité des cas, les administrations fiscales acceptent la non-déduction de ces prêts. La seule chose, c'est qu'effectivement, ce prorata
qu'on pourrait faire dans la déduction des aides, il est un peu théorique puisque c'est le taux de subventionnement initial, alors qu'il peut peut-être diverger un petit peu à la fin si on dépense plus ou moins que prévu initialement. Comme je disais, le fait d'avoir des projets subventionnés, c'est un indicateur d'effort. Si possible, dans la définition du projet, ça peut être bien d'essayer de prendre en compte un peu les contraintes CIR, en termes de sous-traitance privée agréée, le plafond de sous-traitance qui est privé, qui est agréé, qui est plafonné à 3 fois les autres dépenses. Quand on est toute la partie investissement, nous, il faut pour le CIR que les biens en question soient immobilisés, soient amortis comptablement. Tout ce qui est en charge n'entrera pas. Dans le plan de financement de l'opération, c'est vrai qu'il peut être intéressant de prendre en compte aussi les atouts et les mesures préférentielles du CIR, la mission de jeune docteur qui permet de valoriser x4 le salaire brut chargé d'un jeune docteur pendant 4 ans, la sous-traitance publique doublée seulement jusqu'à fin 2021. Si possible, d'être sur des dates, bon, ça je sais que c'est quasi impossible, mais c'est vrai que le fait d'être toujours décalé, alors que nous, le CIR, il est calculé 1er janvier 31/12, bon, ça complexifie toujours un petit peu les choses. Il est important d'être complètement cohérent entre le suivi des dépenses et des temps qu'on va déclarer dans le cadre auprès du financeur du projet et ce qu'on va déclarer dans le CIR. En sachant que parfois, ça nécessite une étude complémentaire, typiquement dans le fonctionnement des KIC au niveau de la Commission européenne. Alors, je ne pourrais pas revenir là-dessus à l'instant, mais je sais qu'on a eu dans le passé certains clients qui étaient là-dedans, où là, il y avait un travail assez important à faire d'analyse pour essayer de rester cohérent entre les deux dispositifs. Et puis, bien évidemment, comme j'évoquais tout à l'heure, tous les dossiers sont très utiles pour la rédaction technique. Juste 2 mots sur les nouveautés du CIR. Alors, depuis le 1er janvier 2021, premièrement, la partie des dépenses de personnel qui entre en compte dans le calcul du forfait des frais de fonctionnement a été réduit de 50% à 43%. Là, il ne faut pas ajouter 50% des dépenses de personnel en forfait de fonctionnement, mais seulement 43%. Le taux de crédit impôt innovation en Corse est passé à 35% pour les moyennes entreprises et 40% pour les petites entreprises. Et petit point très spécifique, aujourd'hui, seul le ministère de la Recherche et l'administration fiscale peuvent recevoir des demandes de rescrit CIR. Bon, je me suis permis de mettre un petit mot là-dessus parce que c'est une des possibilités de sécuriser aussi son CIR, puisque c'est une demande d'avis préalable. Donc, on envoie avant déclaration du CIR avec le projet en question. Alors, c'est focalisé normalement sur l'éligibilité de l'opération R&D. Alors, la seule chose, c'est que c'est assez contraignant, que ça doit être envoyé au moins 6 mois avant la déclaration de CIR avec l'opération, c'est-à-dire au plus tard, et vraiment au plus tard, fin octobre, quand on déclare au mois d'avril, mais même, si possible, plutôt avant. Et donc là, ça nécessite quand même d'anticiper pas mal les choses. Donc ça, c'est le rescrit simple, entre guillemets. Il existe aussi un rescrit élargi, où là, on va aussi inclure le calcul des dépenses et on va avoir une validation aussi de ce montant plancher de dépenses, mais on est vraiment sur des toutes petites entreprises. Comme vous l'avez vu, on est sur des entreprises de chiffre d'affaires inférieur à 1,5 million d'euros, voire 450 000 euros. Puisqu'effectivement, quand même, je ne l'ai pas noté, je ne l'ai pas indiqué, mais le CIR, c'est quand même juridiquement assez fort, puisque l'avis de l'administration est opposable. Ensuite, c'est-à-dire que l'administration ne peut pas revenir dessus, et sachant que si elle ne répond pas, il y a un accord tacite. Et on peut avoir un rescrit roulant quand on est sur un projet pluriannuel. Après une première demande de rescrit validée, on peut éventuellement envoyer juste une demande de rescrit complémentaire sur les éventuelles modifications de l'opération par rapport au rescrit initial. Juste quelques éléments quand même sur le traitement de l'activité partielle liée au Covid. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, notre position, c'est que l'indemnisation des temps chômés liés à l'activité partielle, que ce soit logiquement pour la part qui est financée par l'État, mais aussi pour la part qui est financée par l'entreprise, dans la mesure où elle a un caractère d'indemnité, et on le voit d'ailleurs parce qu'elle ne donne pas lieu à des cotisations patronales, eh bien, de fait, ces indemnités ne sont pas éligibles. On est dans une situation assez comparable aux indemnités de licenciement, aux indemnités aussi de rupture conventionnelle.
Ce qui fait que donc, alors logiquement d'ailleurs, le brut n'inclut pas, hein, il est réduit, on l'a vu sur les premiers documents salariaux qu'on traite, il est réduit des baisses de rémunération liées au temps chômé. Et ensuite, les cotisations, de toute façon, sont bien basées, celles qui sont basées sur le brut, sur ce montant réduit. Et donc, c'est ces montants-là qu'on doit prendre en compte, qu'on divise par le temps total de travail, déduction faite de ce temps chômé, mais aussi des éventuelles absences, congés payés, RTT, j'en fais rien en semaine, ce qui permet d'optimiser un peu son taux horaire. Et on multiplie ce taux horaire, ou taux journalier, seulement, bien évidemment, par des temps effectifs réels de R&D, là encore, hors temps chômé lié à l'activité partielle Covid. Et juste pour finir, par anticipation sur les évolutions du CIR au titre de 1er janvier 2022, premièrement, eh bien, la sous-traitance publique, malheureusement, sera traitée comme de la sous-traitance privée. Donc, elle ne sera plus doublée. Elle sera elle-même plafonnée à 3 fois les autres dépenses. Et le plafond général des dépenses de sous-traitance sera de 10 millions. Avant, c'était 10 millions plus 2, éventuellement, pour cette sous-traitance publique, mais c'est 10 millions d'euros, dont 2 millions au titre de la sous-traitance auprès d'organismes avec lien de dépendance entre le sous-traitant. Et pour information, je pense que de fait, quand même, le CII devrait être prolongé, mais en l'état, eh bien, la loi de finances pour 2020 a voté une limitation dans le temps de ce dispositif parce qu'elle a demandé au gouvernement de réaliser une évaluation du CII. Mais on peut espérer qu'une fois que cette évaluation sera faite, si les résultats sont bons, que le dispositif sera prolongé en l'état ou avec des modifications. Voilà, pour finir, donc, concernant PNO, nous sommes un cabinet européen en conseil et services à l'innovation, présent globalement dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, donc avec effectivement une activité tant sur les financements individuels nationaux, R&D, innovation type CIR, CIJE, IPPI, mais aussi tout ce qui va être financement collaboratif auprès de la Commission européenne notamment. PNO monte 200 à 250 projets européens en Europe. On a même une plateforme d'open innovation dédiée, puisque pour le montage, on est dans la collaboration. Donc, il faut effectivement avoir les consortiums les plus forts possibles et les projets aussi les plus riches possibles. Donc, on a développé cette plateforme propriétaire pour permettre un petit peu cette intermédiation entre les partenaires possibles de ces projets. Donc, sur la partie bioéconomie, on a un bon track record, puisque comme vous le voyez, sur les BBI flagship financés, sur 14, eh bien, 6 ont été montés par PNO, donc 4 en France, qui représentent tout de même des montants de financement très élevés. Donc, PNO et sa société sœur en France, Arctic, représente aujourd'hui une soixantaine d'experts, dont 12 sur la partie JEI, CIR, CI, BPI, et dont dans ces 12, 6 biologistes, d'un point de vue général un peu élargi. Voilà mon petite illustration de notre plateforme. Et sur l'activité fiscale, depuis l'origine, on a géré plus de 145 millions d'euros de CIR, avec un taux de redressement de moins de 0,8% des montants gérés, avec une offre de services complète et des process, méthodes, outils professionnels. Et même nous développons actuellement un logiciel, une plateforme sur toute la partie chiffrage avec plus de 140 règles métiers et alertes pour s'assurer de faire les choses correctement. Une des expérimentations en cours pour utiliser l'intelligence artificielle dans les traitements un peu basiques des données et des documents pour vraiment concentrer nos experts scientifiques sur la relation client, l'analyse, la sélection des projets, la rédaction des synthèses techniques et puis globalement l'accompagnement, l'assistance, le conseil en termes de management de ces projets d'innovation. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça vous a plu et je suis à votre disposition pour toutes éventuelles questions. Sachant que pour information, si vous le souhaitez, vous pouvez me demander un rendez-vous individuel pour cet après-midi. Vous avez mon email. Alors, j'ai un premier rendez-vous déjà planifié aujourd'hui entre 14 et 15, mais ensuite, je suis disponible pour avoir un échange un peu plus personnel et un peu plus spécifique à vos questions et vos besoins propres d'entreprise. Merci, Mickaël, pour cette présentation. Nous allons donc passer aux questions.
Alors, il y avait une question concernant les dépenses de personnel. Est-ce que les dépenses de personnel pour du CIR ou du CI pour le dirigeant, mandataire social, docteur sont éligibles? Alors, oui. Soit si on est dans une SAS, donc avec par exemple un président de SAS qui est donc de fait est rattaché au régime social des salariés, hein, on est sur du régime URSSAF, soit même pour des dirigeants qui seraient plutôt sous statut travailleurs non salariés, PNS, et alors qui seraient rattachés au RSI, régime social des indépendants, URSSAF profession libérale, CIPAV, eh bien, leur rémunération, bien évidemment, sur les travaux, sur les opérations de R&D, donc bien sûr, déduction faite des temps ou des rémunérations liées à la gérance ou à la direction de l'entreprise. Donc, seuls les temps liés aux opérations R&D sont éligibles. Et on parle bien quand même d'éléments de rémunération, c'est-à-dire que si on a des dirigeants qui se versent seulement des dividendes, ça n'est pas éligible. Là, on parle vraiment d'une rémunération. Alors, sachant pour aller même un petit peu plus loin, c'est que ça vaut pour des gens qui sont directement rattachés à l'entreprise déclarant du CIR, mais même s'ils ont leur petit EURL ou SASU personnel. On voit souvent, des fois dans des PME, les dirigeants ne sont pas obligatoirement directement rattachés à l'entreprise, mais ont leur propre petite structure juridique et il y a refacturation entre leur structure juridique et l'entreprise. Et alors, on peut tout de même valoriser la rémunération et l'intervention de ces dirigeants dans l'activité R&D de l'entreprise déclarant le CIR, puisque la notion de mise à disposition existe. Donc, on peut avoir, y compris d'ailleurs, on peut cumuler la notion de mise à disposition des dirigeants et même donc ces notions, comme je disais, de dirigeants non réellement salariés au sens URSSAF du terme, mais TNS se versant une rémunération. Oui. D'accord, merci. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans l'onglet Q&R. Il nous reste quelques instants, donc vous pouvez en profiter. J'avais une question donc, de mon côté. Au-delà de l'analyse, structuration, présentation des opérations R&D et de la rédaction des synthèses justificatives, quels seraient les conseils généraux de sécurisation sur la partie valorisation des dépenses et justification administrative et financière? Alors, premièrement, c'est que l'administration aujourd'hui a aussi édité un fichier Excel, qu'elle appelle de synthèse financière, avec des modèles de tableaux de calcul incluant les données qu'elle souhaite. Alors, ils sont loin d'être complets et bien finalisés. Donc, nous, on a les nôtres. Et d'ailleurs, les SIE nous font généralement assez souvent les retours comme quoi les nôtres sont presque mieux que ceux d'administration. Ils sont plus complets. Il y a quand même des choses qui manquent, typiquement la réintroduction des remboursements d'avancement de somme n'est aujourd'hui pas dans leur tableau. C'est un oubli total. Mais donc, effectivement, il y a quand même des tableaux à suivre et on est censé bien y indiquer, comme je disais tout à l'heure, un minimum la fonction d'une personne, son diplôme, l'établissement où on a obtenu ce diplôme, l'année d'obtention, etc., etc. Donc, il faut suivre quand même ce cadre-là. Après, sur les dépenses de personnel, qui sont quand même le principal poste, eh bien, il faut bien suivre. Là aussi, maintenant, les choses sont quand même relativement claires. C'est que le bulletin officiel des impôts a sorti en 2015 une liste assez précise des cotisations et des charges qu'on doit déduire. Parce qu'effectivement, la totalité des cotisations patronales ne sont pas éligibles. On doit déduire notamment la FNAL, CSA, formation professionnelle, etc. Il y a une liste, une dizaine à peu près de charges patronales qu'on doit déduire. Et donc ça, il faut bien évidemment le suivre. Et autant sur le passé, il y a eu un peu de flou jusqu'à 2015. Maintenant, les choses sont quand même relativement claires à ce titre. Il faut bien faire ce travail de sélection. Ensuite, il y a 3 postes de dépenses qui sont quand même alliés obligatoirement aux opérations de R&D. Les personnels, les matériels, la sous-traitance. Et là, il faut, pour chacune de ces dépenses, on doit indiquer pour les personnels les temps passés par chaque personnel dans chaque opération éligible. Pour les biens, de la même façon, on doit relier ces biens quant à leur ratio d'utilisation ou leur temps d'utilisation avec des opérations. Et chaque facture de sous-traitance aussi doit être affectée à une opération R&D éligible. Et puis ensuite, en termes de justification, alors il y a
basiquement les documents à fournir. Donc, pour les salariés, ça va être les justificatifs de rémunération, bien évidemment, CV, diplôme. Pour les biens techniques, métiers, les IMO. Pour la sous-traitance, les factures, et puis justifier qu'on est bien sur des sous-traitants agréés. Pour les brevets, ça va être les factures factures de cabinet de propriété intellectuelle. La veille techno, les justificatifs de participation aux manifestations de veille avec le programme de ces manifestations de veille et les factures d'achat, abonnement, publication de veille techno. Bon, de la même façon que j'évoquais le fichier Excel tout à l'heure, l'administration fiscale a aussi un guide sur la justification du CIR. Bon, elle va un peu loin dans ce qu'elle demande. Typiquement, pour l'anecdote, normalement, il faudrait fournir la convention collective dans laquelle on est. Donc, vous imaginez quand même dans chaque dossier, chaque année, avoir à fournir la convention collective totale, ça serait quand même beaucoup. Normalement, pour les biens techniques métiers, il faudra avoir l'ensemble des factures d'achat de chacun de ces biens. Là aussi, on ne les fournit pas et l'administration ne nous a jamais demandé. Pour les sous-traitants, il faudra avoir les contrats, les annexes techniques et l'ensemble des livrables de la prestation entre le client et le sous-traitant. Là encore, il faut les avoir à disposition, mais les fournir dans le dossier justif serait quand même beaucoup. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, ils ne le demandent pas. D'accord. Merci pour ces informations. Une dernière question. Une dernière question. Donc, quelles sont les particularités de la trame de description des opérations déclarées au crédit d'impôt innovation par rapport au CIR? Pour le coup, elle n'a pas évolué en 2018, ce qui fait que elle est assez comparable. On parle toujours d'un contexte au départ, assez logiquement, pourquoi est-ce qu'un jour on s'est lancé. Il y a aussi des objectifs, les objectifs du projet, mais comme l'ancienne trame CIR, les objectifs, on n'est pas dans une partie globale objet, comme je l'évoquais, qui regroupe les objectifs, incertitudes et état de l'art. Là, on est vraiment dans une partie objectif. Et puis, comme les critères d'éligibilité sont différents, on n'a pas une partie état de l'art, mais on a une partie état de la concurrence et marché, puisqu'on doit montrer globalement, un peu décrire le marché sur lequel on est les acteurs de ce marché et montrer en quoi les objectifs de notre projet sont supérieurs aux objectifs des concurrents, pour montrer cette supériorité technique. Il n'y a pas de partie incertitude, puisque de fait, ça n'est pas un critère du CII. Et ensuite, on doit décrire là de manière assez comparable les travaux techniques d'études, conception, développement, tests, essais de prototypes de nouveaux produits. Et on conclut par toujours quand même une notion une espèce de bilan sur montrant les avancées techniques. Donc là, pour le coup, qui est resté à la fin, comme avant, c'était le cas aussi pour le CIR. Et petite subtilité, c'est comme quand même le CI est un peu plus appliqué, est un peu plus marché, un peu plus business que le CIR, eh bien, l'administration là demande quand même quelques éléments plutôt commerciaux sur à minima les démarches réalisées pour tenter de vendre bien cette innovation produit présentée et, si possible, en plus, en montrer les résultats. Montrer, par exemple, que, vu que ce produit dépasse la concurrence, bien, les perspectives de vente sont bonnes. Et on est sur des documents plus courts. D'accord. Parfait, merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Merci, Mickaël, en tout cas, pour cette présentation très claire et pour votre disponibilité. N'hésitez pas à contacter directement Mickaël. Vous avez ses coordonnées donc, sur la slide. Je vous enverrai donc sa présentation dans les jours à venir. Donc, n'hésitez pas à le contacter directement et à lui poser toutes vos questions. Je crois qu'elle sera sur votre chaîne YouTube, c'est ça? Voilà, le webinaire sera diffusé par la suite sur notre chaîne YouTube. OK. Merci à tous. Merci à tous. Mickaël, et à bientôt. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir.